Bonjour, bienvenue dans Storia Nostra et je suis en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. On se retrouve pour continuer là où nous étions arrêtés avant cette belle période estivale, puisque nous reprenons sur cette télévision, mais cette télévision des années 80 avec évidemment une date incontournable. Alors une date étonnante, oui, donc mai 81, donc après la campagne électorale, qui a été une campagne tout à fait normale, on va dire, pour l'époque, couverte par toutes les chaînes avec les principes donnés par le CSA, enfin la haute autorité à l'époque, c'était pas le CSA, et donc ça s'est passé de façon tout à fait normale, anodine, avec des directs, la couverture des colloques, des réunions électorales de tous les candidats. Et donc, le 10 mai 81, le fameux direct de Mitterrand, alors on le savait, tout le monde se souvient de cette image étonnante où on voit l'image se composer avec le crâne chauve. Voilà, on voit apparaître le crâne chauve au début, donc on ne savait pas si c'était ou Giscard ou Mitterrand. Et puis donc on voit donc Mitterrand. Et commence donc cette période de 81 qui allait changer beaucoup de choses dans la vie politique française, mais aussi donc dans la vie des médias. Parce qu'avant 81, on avait commencé déjà à créer des radios pirates, par exemple. Et là, on arrive à un moment où, contrairement à ce que beaucoup attendaient, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières au niveau des télévisions. On n'a pas complètement renvoyé tous les journalistes de droite parce que la gauche était passée, tout ça. Mais ça se continuait normalement. Mais les porte-voix, les porte-paroles du gouvernement par défaut, qui étaient les journalistes de la télévision française, et bien commençaient à être choisis dans ce vivier de journalistes de gauche. Alors il y avait François-Henri de Virieu qui faisait un magazine, il y avait El Kabbach, Louis Berriot, et on commençait petit à petit à créer des émissions qui allaient devenir célèbres, mais présentées par des gens qui ne faisaient pas forcément partie du sérail d'avant, et qui étaient des soutiens évidents de Mitterrand. Mais ça s'est passé, c'était un accouchement sans douleur, en fait. Donc, comment on peut expliquer justement que ce soit passé sans douleur ? Ça s'est passé sans douleur parce qu'il y avait encore, à l'intérieur des rédactions, il y avait une composition qui était à l'image de la société française, c'est-à-dire qu'il y avait des journalistes dits de droite et des journalistes dits de gauche, et qui ont continué, on ne les a pas renvoyés, puisque de toute façon, les journalistes de la télévision étaient ce qu'on appelait des fonctionnaires assimilés, donc ils étaient protégés, on ne pouvait pas les renvoyer. Donc le renvoi à l'ORTF n'existait pas. Mise au placard ? Mise au placard petit à petit. Et c'est là où ça s'est fait comme ça, sans douleur. Mais des figures ont disparu comme ceci petit à petit, voilà. Petit à petit, tiens, voilà, on va changer, on va présenter. On veut, allez, je vais dire un truc qui ressemble d'ailleurs un peu à aujourd'hui, on veut rajeunir. Donc on va supprimer telle ou telle émission ou tel et tel présentateur, mais sans lui reprocher quoi que ce soit. C'est simplement parce qu'on a changé le décor, donc on change le décor et le présentateur, et ça se faisait normalement. Les mises au placard peut-être comme celle de Léon Zitrone, il l'a connu je crois dans les années 80. Et Léon Zitrone était un personnage atypique. Léon Zitrone, c'était celui qui a fait toutes les retransmissions en direct du couronnement de la reine d'Angleterre jusqu'à présenter... un journaliste people avant l'heure. Voilà, mais il présentait quand même le journal de 20h. Sur Antenne 2 à une époque. Donc il était étiqueté comme un journaliste dit de droite. Mais en fait, il n'a jamais été de droite. Zitrone, il était là où ça se passait, quoi, de toute façon.
Merci beaucoup Michel Halal, on se retrouve demain en votre compagnie puisqu'on va continuer évidemment à évoquer cette histoire de la télévision dans les années 80. Merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza, nous sommes toujours en compagnie de Michel Halal Volterra. Bonsoir Michel. Bonsoir. On a parlé des années 80, de l'année 1981. On a coutume de dire que c'est l'année de la libéralisation des ondes. Dans les faits, Dans les faits, les ondes n'étaient pas trop... J'avais raconté dans les émissions précédentes qu'il y avait eu une sorte de, en 68, de réaction des journalistes parce qu'ils se considéraient comme censurés sur certains trucs de l'époque de Gaulle. Mais en fait, il n'y a jamais eu de liberté comme ça menacée du journaliste. En revanche, on a commencé, et c'était vraiment le tout début de la chose où l'expression même du journaliste a commencé à se populariser. Et j'emploie ce terme parce que c'est un terme pour moi qui est péjoratif, dans la mesure où on allait presque descendre de 2 ou 3 degrés vers l'intelligence populaire simple du français moyen. Donc, et c'était une volonté de pas d'abaisser, mais en fait d'abaisser le niveau, comme ça allait se faire d'ailleurs au niveau de l'éducation nationale, les années suivantes, d'abaisser le niveau pour que le téléspectateur français puisse comprendre et recevoir encore plus les choses qu'on lui présentait à la télévision. Voilà, c'était dans ce sens. Mais moi, je voulais reparler de Mitterrand, parce que Mitterrand, qu'on croyait être quelqu'un de machiavélique, c'était un personnage historique machiavélique, Mitterrand, mais en fait, il avait une trouille bleue de la télévision, parce que c'était quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Donc, comme c'est un orateur de l'ancien temps, Mitterrand, il savait que de toute façon, il risquait déjà, en prononçant tel ou tel mot ou telle phrase, que ça allait lui revenir dans la figure, des fois, par la critique. Et donc, il avait très très peur de la télévision. Et je me souviens d'une émission qu'on devait faire le 1er janvier 1982 pour fêter son premier anniversaire de son septennat, à Lecce. Et c'était un jour où il y a eu un gros problème technique. On n'a pas pu faire l'émission parce que l'émetteur n'est jamais arrivé sur les lieux de l'émission, à Lecce, chez Mitterrand. Et ce qui était étonnant, c'est que quand on lui a annoncé qu'on ne pouvait pas faire l'émission, il s'est comporté comme un petit enfant qui a échappé à une interrogation orale au tableau, et il était très content d'avoir échappé à l'interview, parce que l'interview lui faisait déjà très très peur. Après, il a maîtrisé beaucoup plus la télévision, forcément. Souvenez-vous de l'émission qu'il avait faite avec Yves Mourouzi, où il était pratiquement assis sur le bord d'un bureau, et il parlait de Chébrand, de Branché et tout ça. Il s'était mis au diapason de la jeunesse et de la modernité. Mais au début de son septennat, là, il avait très peur de l'outil. Pourtant, une image extrêmement contrôlée, on se rappelle évidemment. C'est-à-dire que l'image était contrôlée, il savait que de toute façon... Scène, etc. Oui, il savait que de toute façon, les dirigeants des chaînes de télé allaient tout faire pour lui servir la soupe, comme on dit. Donc, il ne devait pas avoir peur, mais c'était pas la politique qui lui faisait peur, c'était l'outil. C'était un truc comme, par exemple, des gens des générations passées qui se comportent de façon étrange devant un ordinateur parce qu'ils ne savent pas maîtriser le bidule là, qu'ils ont en face d'eux. C'est pareil. Du coup, quel était son rapport avec les journalistes? Alors, il avait d'excellents rapports avec les journalistes. Il les aimait bien, il les respectait. Chaque fois que... alors, à la fois à Lecce, par exemple, quand il nous a invités à déjeuner, il était tellement content d'avoir échappé au truc qu'il nous a invités à déjeuner.
Et moi, je me souviens, donc j'étais à côté de lui, il m'avait servi lui-même à manger, le poulet rôti, tout ça, et il nous racontait des histoires. Il y avait donc Pierre Lescure, Paul Amar, il y avait Albert Duroy qui était là pour faire l'interview. Et il se comportait avec nous comme un grand-père qui racontait des histoires à ses petits-enfants. Et chaque fois qu'on allait, par exemple, couvrir à Solutré, chaque année, vous savez, il montait à la roche de Solutré, il faisait une sorte de pèlerinage, et on se retrouvait après, tous les journalistes, à sa table, en train de déjeuner, il plaisantait avec nous, et il n'y avait plus de rapport président de la République et journaliste ou étranger. C'était, on faisait partie de ses copains, quoi, en fait. Et c'était assez étonnant, parce que c'est un homme qu'on considérait un peu comme un sphinx, comme quelqu'un qu'on n'arrivait pas à atteindre. Et on avait nous-mêmes un peu peur vis-à-vis de lui, mais en fait, c'était un homme très avenant, quoi. Merci beaucoup, Michel Volterra. On se retrouve demain mercredi pour Storia Nostral, et à demain, merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral, et nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Michel Volterra. Bonsoir, Michel. Bonsoir. On parle évidemment de cette télé des années 80. C'est aussi l'émergence de nouvelles figures à la télévision. Oui, on a eu par exemple l'arrivée de Christine Ockrent, qu'on a appelée la Reine Christine par la suite, parce qu'en fait, elle a présenté le journal d'Antenne 2, le 20h d'Antenne 2. Moi, j'ai fait pratiquement tous ces journaux, hein. J'étais responsable de l'édition de 20h du journal, et Christine arrivait en fait des États-Unis, où elle avait été formée à la télévision américaine. Et elle avait donc toutes ces habitudes de la télévision américaine. Et ça a beaucoup changé dans les habitudes même de la présentation du journal. On a changé les décors, on a changé la façon de faire le direct, on a changé même jusqu'au comportement même du présentateur face à ses invités ou face à la caméra. Et c'est vrai que, Christine, en plus, donc on avait réussi à intéresser énormément le téléspectateur français, qui a lâché complètement TF1. Et c'était un événement assez exceptionnel, parce que TF1 a toujours été leader de l'audience des chaînes de télé françaises. Et pendant 4 ans, 5 ans à peu près, Antenne 2 était devenue la première chaîne de télévision française au niveau de l'audience, et on faisait donc le plus grand journal de France était celui du 20h d'Antenne 2. Et là, on a commencé à faire venir des nouveaux présentateurs qui étaient un peu les petits stagiaires de Christine Ockrent, hein, mais à partir de ce moment-là, tout a changé, parce qu'on allait créer des chaînes, on allait chambouler le paysage audiovisuel français, parce que TF1 allait être privatisé. Et après la privatisation de TF1, il y a eu la création de la 5, de la première 5 d'abord, et puis de la deuxième 5, sous l'effort de Mitterrand, parce que Mitterrand a été très ami avec Berlusconi, et donc ils avaient décidé de faire en sorte qu'il y ait une 5e chaîne de télé. Et Berlusconi avait lui, l'information, ça ne l'intéressait pas. Lui, il préférait avoir une chaîne bling-bling, paillettes, avec des super nanas, de la musique et tout ça. Et donc ça a été la première 5e chaîne, façon Berlusconi. Et après, Mitterrand a fait en sorte que le groupe Persan, qui avait le Figaro, prenne en main la création de la 5e chaîne française, la 5, avec Jean-Claude Bourré, Guillaume Durand qui présentait, et on a changé complètement la façon de travailler des chaînes de télévision, parce que c'était la première chaîne privée qui faisait de la télévision comme ses ancêtres, la première et la deuxième chaîne, mais
mais on le faisait à la façon des radios privées. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de dynamisme qui n'existait pas un peu dans le côté fonctionnaire un peu de TF1 et d'Antenne 2. Et la 5, on a commencé à inventer des tas de trucs. On a fait sur la 5 des journaux. Moi, j'y suis arrivé en 1987 et on a fait des directs que ni la 1 ni la 2 ne pouvaient faire. C'est comme ça qu'on a été les premiers, la première chaîne en Europe à faire un direct avec la place Tiananmen. C'est la première fois qu'on a vu donc ce fameux petit étudiant face au char, et on l'avait en direct sur la 5, ce que la 1 et la 2 n'avaient pas su faire, parce qu'on avait des moyens extraordinaires qui coûtaient très très cher. Peut-être que c'était ça en fait la différence, et qu'on s'est payé parce que c'était le système privé de la télévision. Un ton donc qui change aussi avec l'arrivée de chaînes privées. Oui, alors d'abord il y a eu Arte qui a été créée, la chaîne franco-allemande, qui est un truc assez étrange. Même aujourd'hui, je ne sais pas comment définir Arte. Je pense que c'est un mélange de chaînes à la fois régionalo, européano, très très bizarre. Et après, on a créé les chaînes, les chaînes de la TNT. D'abord la 6. La 6 a été créée. Puis la petite chaîne qui monte, c'était. Et puis après, il y a eu le phénomène de la TNT. Et donc là, ça a commencé à exploser. Et le téléspectateur n'arrivait pas à reconnaître ses petits là-dedans. Parce que, et aujourd'hui encore, je pense que la TNT fait énormément de mal aux autres chaînes au niveau audience. Pas au niveau qualité des programmes, mais en tout cas au niveau audience, parce que les gens ont tendance à aller voir toutes les bêtises des téléréalités qui ont été inventées par la TNT, quoi. Merci beaucoup Michel Lalal-Volterra. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Storia Nostrale. Nous sommes jeudi, nous sommes en compagnie de Michel Lalal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Alors nous parlons de cette télévision, de cette évolution de la télévision depuis les années 80. Est-ce qu'on peut dire que dans les années 80, finalement, les journalistes étaient moins soumis à la censure ou même à l'autocensure, parfois plus pernicieuse, qu'aujourd'hui ou qu'hier ? Beaucoup moins. Ça n'était pas encore entré dans les mœurs des journalistes, autocensure politique. En revanche, je me souviens qu'on était encore, on s'estimait encore gardien de la bonne, comment dirais-je, de la bonne, des bons principes de la communication et de la télévision. Je me souviens d'un événement que peut-être certains encore se rappellent. C'était l'histoire d'un tremblement de terre qui avait lieu au Mexique, et on avait vu à un moment donné une petite Mexicaine qui était en train de s'enfoncer dans la boue après le tremblement de terre, et donc on avait montré cette image. Mais cette image, on avait décidé avec Jean-Marie Cavada, qui était rédacteur en chef du journal à l'époque, on avait d'abord réuni tous les chefs de service, et Cavada avait demandé à chacun s'il pensait qu'il fallait diffuser cette séquence. Parce que c'était une séquence très importante et très impressionnante, puisqu'on avait pratiquement en gros plan le visage de cette gamine qui était en train de mourir en s'enfonçant dans la boue. Et d'ailleurs, le lendemain, on a eu des critiques dans tous les journaux pour avoir montré cette séquence. Alors en revanche, avec Cavada, on avait tous décidé à l'unanimité qu'il fallait la montrer. Et le lendemain de cette diffusion, nous arrivent des images des télévisions étrangères sur ce même événement, où on voyait qu'autour de la gamine, il y avait à peu près une centaine de personnes qui s'escrimaient pour essayer de la sortir de la boue et de la sauver. Et donc, la polémique qui s'était installée en disant « oui, la télévision avait filmé sans vouloir aider la jeune fille et tout ça »,
tout ça avait fait pchit, comme on dit, hein, parce qu'il n'y avait plus aucune raison d'être. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'entre un cadrage de télévision et un autre cadrage de télévision sur le même événement, au même moment, sur le même sujet, on peut avoir deux jugements différents. Et à partir de là, a commencé la déviation de la censure politique. C'est là où on s'est rendu compte que sans trafiquer énormément l'événement politique, on arrivait à faire dire deux choses différentes à une déclaration d'un homme politique, à une déclaration de ministre, à une déclaration par exemple, je ne sais pas moi, d'un commissaire de police qui a arrêté un délinquant. Il suffit de couper deux mots, il suffit d'avoir un axe de tournage différent pour changer du tout au tout ce que le téléspectateur va recevoir. Et à partir de là, est-ce que c'était l'époque qui voulait ça? On a commencé à un peu trafiquer les choses. Et là, c'est plus que de la censure politique, c'est un peu de la triche. Hein. Voilà. D'où des émissions salutaires. Hein. Je pense à une émission comme Arrêt sur image, sur la 5. Voilà, qui permettait finalement de voir les coulisses. Voilà, Schneiderman. Mais là aussi, hein, je veux dire que Schneiderman, lui, il étudiait et il montrait des choses qui se faisaient et tout ça. Mais c'était aussi très subjectif parce qu'il montrait certaines choses, mais il n'en montrait pas d'autres choses. Donc, si on reprend par exemple ce qui s'est passé dans la dernière campagne électorale avec l'affaire Fillon, tel qu'on l'a traité, l'affaire Fillon, sur les chaînes de télévision, peut-être qu'une chaîne étrangère, par exemple suisse ou belge, l'aurait traité différemment, avec les mêmes éléments, avec les mêmes erreurs de Fillon et tout ça, mais le résultat aurait été totalement différent. Et là, voilà, ça, c'est la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'objectivité, est-ce qu'elle est aussi facile à atteindre pour c'est très compliqué, l'objectivité, c'est très compliqué. En revanche, bon, si par exemple, on dit, comme je l'ai dit souvent à mes étudiants à l'école de journalisme, si vous voulez montrer que le ciel est bleu, il suffit de montrer que le ciel est bleu. Il ne faut pas montrer qu'il y a des nuages dans le ciel. Si vous voulez dire que le ciel est bleu mais il y a des nuages, il faut montrer et le ciel bleu et les nuages. Si vous montrez que les nuages, c'est pas bien. Si vous montrez que le ciel bleu, c'est pas bien non plus. Donc voilà, c'est ça l'objectivité en fait. Michel Volterra, merci. On se retrouve demain, vendredi, pour notre dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonjour, nous sommes vendredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Michel Lalal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Je rappelle évidemment que l'ensemble de nos émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.corsica. Et évidemment, nous allons continuer à évoquer cette télévision qui évolue dans les années 80, dans les années 90, avec évidemment aujourd'hui, on l'a vu, l'explosion des chaînes, mais aussi l'arrivée de chaînes de télévision régionales. On va dire peut-être deux mots sur la création de Viastel en 2007. Eh bien voilà, moi je voulais donc terminer cette série avec la création de Viastel, hein, parce que en fait c'est un événement qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important dans le paysage de l'audiovisuel français. Et l'idée de faire une chaîne de télévision régionale en Corse, parce qu'en Corse, c'est la spécificité de la Corse, hein, donc c'est très particulier, mais en fait, c'est une sorte d'alibi qui nous a aidé à créer cette chaîne. Et la chaîne a été créée avec la volonté d'un homme et de certains journalistes de France 3 Corse, dont Sampiero Sanguinetti. On a créé cette chaîne pour essayer de montrer ce que à la fois les Corses savaient, mais ce dont ils ignoraient peut-être les tenants et aboutissants, et ce que les non-Corses ignoraient totalement de la Corse. Et alors, la chose compliquée dans cette histoire, c'était de savoir comment on allait diffuser cette chaîne.
c'est pas ce qu'on allait mettre dedans. Ce qu'on allait mettre dedans, on le savait tous un tout petit peu. De René Sciacci à Sampiero et avec tous les gens qui y ont participé. Le tout était de savoir comment la diffuser. Alors, on aurait pu la diffuser uniquement sur la TNT. La TNT a cet avantage de toucher les gens localement, régionalement, mais on ne pouvait pas envoyer cette émission ailleurs qu'en Corse. Le but de l'opération, c'était de montrer ce qu'était la Corse à la France continentale, à l'Europe aussi, et ça, c'était très, très, très important. Donc, on a réussi René Sciacci, après de longues palabres avec Canal+, a réussi à faire valoir qu'il fallait qu'on la diffuse sur satellite. Et c'est précisément ça qui était une première mondiale, parce que même aux États-Unis, ça n'existe pas. C'est la première fois qu'une chaîne régionale allait être diffusée sur satellite. C'est-à-dire qu'elle allait pouvoir toucher tout le monde. Et le seul support possible pour que ça puisse se faire, c'était de passer par un support très, très spécial, qui était Canal+, qui avait la possibilité, avec le fait de posséder son satellite, qui avait la possibilité de diffuser via Stella. Et à partir de ça, France 3, les dirigeants de France 3 à Paris, ont eu de très très gros problèmes, parce que toutes les régions, les autres régions, dans la brèche, c'est ça. Voulaient avoir, on dit mais pourquoi il n'y a que les Corses qui ont leur chaîne de télévision, et pourquoi pas la Bretonne, la Basque, l'Alsacienne et tout ça. Une chaîne de télévision, ça coûte très très cher, c'est-à-dire qu'il faut budgéter ça, et il faut que ce soit budgété à la fois au niveau du média, de l'entreprise de télévision qui allait s'en occuper, en l'occurrence France Télévisions, et demander aux institutions locales, à la collectivité et tout ça, de nous apporter aussi un peu d'argent pour faire exister cette chaîne. Et en fait, il y a eu, on commençait à s'élever des barrages permanents au niveau de France 3, au niveau des autres régions de France 3, qui étaient très jalouses parce que le PDG de France Télévisions ne voulait absolument pas créer 25 télévisions régionales sur satellite, parce que ça coûte très cher de louer le passage sur satellite, ça coûte énormément cher. Et donc, il y a eu donc une levée de bouclier de France Télévisions, et il y a eu un petit problème au niveau de la collectivité qui voulait absolument qu'on puisse créer cette chaîne, mais qui s'est retrouvée devant une demande budgétaire qui était très, très importante. Et alors, il y a eu un bonhomme qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et qui, parce qu'il avait des rapports familiaux avec la Corse et sentimentaux avec la Corse, avec sa première épouse et ses enfants, qui a complètement pris la défense du projet et qui a imposé aux gens de France Télévisions de créer Viastel. Et quand il est devenu président de la République, bizarrement, il a tenu les promesses du ministre de l'Intérieur qu'il était. En général, ils ne tiennent jamais leurs promesses. Hein. Et il a absolument... Enfin, il a intimé l'ordre aux gens de France Télévisions de créer Viastel. Et ça fait que, heureusement, on a réussi à créer cette chaîne qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça n'existe pas. Merci beaucoup Michel Volterra d'avoir passé cette semaine en notre compagnie, et puis évidemment je rappelle que l'ensemble des émissions, même d'avant la rentrée, sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com si on veut et on souhaite découvrir l'histoire de la télévision française. Merci, au revoir.